dernier livre de Nicolas Bouzou, La civilisation de la peur. Qui l'a lu en vrai, pas des menteurs, des machins. Tu as un taux de croissance potentiel, Nicolas, qui va être assez exceptionnel, quoi. Alors, deuxième question. Qui a déjà lu au moins une fois Nicolas dans l'Express ou vu à la télé dans différentes émissions? Tu vois, c'est quand même beaucoup mieux que tes bouquins. C'est bon. Alors, Nicolas est né en 1976 à Boulogne-Billancourt, pas très loin du Parc des Princes d'ailleurs. Tu étais loin du Parc des Princes ou pas? Juste à côté de Roland-Garros, très exactement. C'est plus chic. Clinique qui s'appelait la clinique du Belvédère et qui a fermé, je crois, pour des raisons de sécurité. J'aurais pu ne jamais être là. Donc, Dauphine, Sciences Po. Et en fait, tu n'as jamais été entrepreneur ou à peine? Non, j'ai jamais été salarié. Salarié plutôt. Alors pourquoi t'es réfractaire? Parce que c'est Oui. super salarié, au pire t'es viré, tu vas au Prud'homme, tu prends plein de pognon et tu fous rien. C'est génial, non, salarié? En fait, alors j'ai été un tout petit peu salarié, mais il y a deux raisons pour lesquelles j'ai été très peu salarié, j'ai monté ma boîte. La première raison, c'est que, mais ça c'est nos affaires personnelles et ce que je veux dire n'intéresse que moi, mais c'est vrai que je n'aime pas l'autorité et je défends les patrons, mais sauf quand c'est les miens. Voilà, ça je supporte pas. C'est bien de le dire. Donc j'aime pas l'idée d'avoir un patron. Mais l'autre raison, c'est que très rapidement, je me suis lancé dans le débat public et donc j'avais besoin d'une liberté de parole qui soit totale pour ne pas dépendre d'une marque. Par exemple, quand je dis pour qui je vote, ce que je fais à chaque élection, ce que je fais à chaque élection importante. T'as voté pour qui la dernière fois? J'ai voté Macron les 2 fois. D'accord. Voilà. Mais pour pouvoir dire ça, évidemment, je ne peux pas engager une marque que je n'ai pas créée moi-même. Donc c'est l'autre raison pour laquelle j'ai créé une entreprise. Mais soyez salarié, c'est très bien. Alors, tu as créé ton cabinet, donc Astérès, c'est ça? Voilà, je l'ai créé en 2006. Hein, donc 2006, ça me semble très loin, et alors, quasiment 20 ans. D'abord, ça veut dire quoi, Astérès? Rien du tout. Je ne sais même plus comment l'idée du nom est venue. 5 heures du matin avec des copains. Désolé. Ouais. Et alors, donc là, tu dispenses quel type de service et à qui? Alors, ce sont des études. Alors, c'est une équipe de 7 économistes, enfin une personne qui s'occupe de la communication et 6 personnes qui font des études économiques, hein, donc qui font du calcul. C'est essentiellement pour des grandes entreprises, mais ça pourrait être pour des entreprises plus petites. Et on est un peu des médecins généralistes, hein, c'est-à-dire que c'est des problématiques qui sont très larges. Ça peut être l'évaluation de la valeur d'un médicament pour un labo pharmaceutique, ça peut être une étude d'empreinte pour une grande entreprise, qu'est-ce qu'elle représente en termes d'emploi, etc. Ça peut être de la prospective. Donc c'est beaucoup de choses extrêmement différentes, mais moi j'ai toujours considéré que pour être dans le débat public, il fallait un métier, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on voit beaucoup, on vit un peu le règne des éditorialistes, c'est-à-dire de personnes dont le métier, c'est d'être éditorialiste. C'est comme les gens qui se présentent comme conférenciers. En fait, conférencier, c'est pas un métier. On fait une conférence pour dire quelque chose, pour délivrer un message. Donc, il doit y avoir un métier au départ, sinon c'est complètement circulaire. En politique, enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours eu cette conception-là. J'ai toujours pensé qu'il fallait un métier. Donc, moi, je travaille pour les entreprises et évidemment, ça me sert beaucoup dans le débat public. Alors, tu as écrit 20 livres. 20 livres. Alors déjà, est-ce que tu les as vraiment écrits ou tu as une ribambelle de 7 nègres qui bossent pour toi? Non, et alors. Tu mets juste Nicolas Bouzou. Si j'en avais, je le dirais. Alexandre Dumas en a eu et ça fait quand même, ça l'empêche pas d'être un immense écrivain dans l'histoire de la littérature. Mais en l'occurrence, non, parce que en fait, pour moi, écrire, c'est surtout une façon de réfléchir et de mettre en ordre mes idées. Donc, même si mes livres n'étaient pas lus, sans doute, je continuerais à écrire tout simplement parce que j'en ai besoin. Parce que les gens qui écrivent savent bien que par l'écriture, c'est une façon de réfléchir qui se développe, qui est différente de celle de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire le dialogue et le dans sa vie, qui a écrit au moins une fois un bouquin? Elle est pas mal, quoi. Qui a vendu plus de 500 exemplaires sur le... Oui. Et alors, donc, 2006, Nicolas, c'était ton premier livre. Tu parlais de quoi à l'époque? Alors, dans mon souvenir, je crois que c'était un traité d'économie qui était assez général. Mais en fait, les thèmes, soit je prends des thèmes qui semblent s'imposer à moi dans l'actualité. J'avais fait un livre, par exemple, il y a quelques années sur le travail. J'avais fait un livre sur l'innovation sauvera le monde il y a 10 ans, au moment où on commençait à parler d'IA, etc. J'ai même fait un livre, alors c'est le livre d'ailleurs qui s'est le mieux vendu. Donc avec Juliette Funès, il y a quelques années, on avait fait un livre sur le management, bien qu'elle et moi soyons absolument incompétents dans ce domaine, mais on trouvait que c'était un sujet qui était marrant, quoi, que les livres de management en général disaient rien de très utile. Et comme on côtoie les entreprises,
on a décidé de faire ça, et je crois que c'est le livre qui s'est le mieux vendu de toute l'histoire du management. J'ai un peu honte en le disant, Non, hein, mais c'est très bien. non, mais voilà. Mais moi, j'ai tout connu. Hein. J'ai connu des succès, des échecs, des livres qui devaient être des succès qui ont été des échecs, des livres qui. La vie, t'as connu la vie, tout simplement. Oui, voilà, ouais, exactement. Alors, La civilisation de la peur, c'est chez XO Édition. Nous, on aime bien XO d'ailleurs. Donc là, il est sorti quand le bouquin? Et alors, paraît très loin. Sanctiogène, t'as 3 grands sujets. Hein. Ouais, alors ça me paraît très loin parce qu'il est sorti en février, mais ça veut dire que je l'ai écrit il y a 1 an et demi. Donc, pour moi, c'est vraiment de l'histoire ancienne. Non, ce que j'ai voulu montrer, c'est que aujourd'hui, il y a vraiment un marché de la peur, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des producteurs de peur, c'est les médias, les réseaux sociaux, les ONG, une grande partie de la classe politique, qui a objectivement intérêt à vendre de la peur parce que c'est rentable. Il y a un peu la Jacques Attali Non, je vais pas dire. Alors, j'adore Jacques Attali, en l'occurrence, donc c'est pas ça. Mais je pense qu'au fond, la peur, c'est un peu comme le sucre dans l'agroalimentaire, quoi. C'est-à-dire qu'un petit peu, pourquoi pas, mais les producteurs de contenu, et les médias notamment, sont très rapidement incités à en mettre beaucoup trop. Donc, j'explique un peu comment ça fonctionne, et puis c'est un peu aussi mon expérience du débat public depuis 20 ans maintenant. Donc, je connais ça d'expérience, par la pratique. Et puis, ce que j'ai voulu dire, c'est 2 choses. C'est que tous les problèmes dont on parle beaucoup, les problèmes de géopolitique, l'islamisme, l'insécurité, les problèmes sociaux sont des choses qui existent. Donc, il ne s'agit pas de les nier. Ce sont des problèmes. Mais d'une part, le monde ne se résume pas à ça. C'est-à-dire qu'on reste dans un monde de progrès absolument fantastique dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'accès à la culture, dans le domaine de la lutte contre la malnutrition. Donc on reste vraiment dans un monde de progrès. Donc il faut expliquer ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je suis absolument persuadé qu'on sous-estime notre capacité collective à répondre à des grands enjeux. Par exemple, l'enjeu environnemental, donc la crise climatique, énorme problème, mais on sous-estime complètement notre capacité à y répondre, et même les réponses qu'on a déjà commencer à apporter, parce que la vérité, c'est que dans toutes les démocraties libérales, les émissions carbone baissent rapidement, et il faut aller plus vite. Mais ceux qui disent il faut changer de chemin, ça voudrait dire les augmenter. Oui, c'est ça. Donc non, il ne faut pas changer de chemin, il faut continuer dans la même direction, mais aller beaucoup plus vite. Et puis essayer de convaincre les pays non démocratiques de prendre le même chemin. Mais on avance. C'est faux de dire qu'on n'avance pas. C'est pas vrai. Il ne faut pas dire des choses qui sont fausses sous prétexte que la peur et le catastrophisme, ça fait vendre. Ouais. Parce que ça met une ambiance qui est une ambiance délétère. Les gens prennent peur. Aujourd'hui, la peur est un sentiment qui domine dans notre société, et ça a des conséquences politiques qui sont délétères. Donc il faut faire très attention à ça, et tous les gens qui s'expriment en public ont une responsabilité par rapport à ça. Nicolas, le 3e chapitre est le dernier, donc il est quand même plus optimiste. Hein. En quoi on peut imaginer que ça sera mieux demain, quoi, voilà. Mais en fait, il y a des tas de choses qui s'améliorent. Je disais, les technologies, pour prendre cet exemple, nous offrent des potentialités aujourd'hui. Moi, je travaille beaucoup dans le domaine de la santé qui sont absolument extraordinaires. En santé, si vous prenez, un sujet très concret, l'oncologie, les cancers, mais tous les jours, vous avez une nouvelle positive. Donc, c'est absolument fantastique. Et aujourd'hui, c'est les cancers. Demain, ce sera les maladies neurodégénératives qui créent la dépendance. On n'y est pas, mais on va y aller. Alors par contre, je réfute complètement le terme d'optimisme, parce que l'optimisme, ce serait de se dire tout va aller mieux et puis c'est automatique. Quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse. Et donc je ne suis pas du tout optimiste, ni pessimiste. L'optimisme, c'est aussi bête que le pessimisme, hein, c'est juste le symétrique. En revanche, c'est plus grave que ça. Je crois que j'ai raison. Non, mais c'est-à-dire que je pense que mon analyse est factuelle, qu'elle est logique. L'optimisme, c'est de l'humeur. Moi, je vous dis, c'est plus grave, hein, je suis désolé, mais je pense que je fais une analyse qui est la bonne. Bon, alors le bouquin, on va le décasser ce soir. Sinon, toi, à titre personnel, le plus beau métier du monde, c'est écrivain, entrepreneur ou chanteur, ou chanteur. Alors moi, j'aurais voulu être chanteur. C'était Tu peux chanter un truc, hein. Non, parce que là, je sais pas, je le sens pas. Sinon, je te demande si tu es toujours amoureux de ton épouse. Peut-être un peu plus tard. C'est plus facile de répondre à la deuxième question. Mais c'est vrai que... Elle est là, son épouse. Hein, c'est pour ça. Juliette qui est là. Voilà. Et toi, tu l'aimes toujours ou pas? Qui est vitrailliste, qui est vitrailliste et qui était sur le chantier de Notre-Dame. Je le dis parce que Notre-Dame et les JO, ça a quand même été nos deux... Ah oui, on peut là. Oui, on peut. Et donc, oui, c'est vrai que je rêvais d'être chanteur, mais chanteur à succès, parce que moi j'aime le succès, hein, j'aime pas les trucs moyens. Donc voilà. Il paraît que tu collectionnes également les vinyles. Oui.
Oui, Pourtant, oui. t'es jeune hein, quand même comme mec. Non Ouais, bon, ça je crois que maintenant c'est Oui, c'est vrai. devenu assez universel. C'est bien parce que c'est une passion qui coûte pas cher. Oui, c'est vrai. Non, parce que je rencontre des tas de gens, ils sont passionnés, c'est sans doute le cas de certains Ils d'entre vivent vous, les mais poubelles de leur grand-mère. les bateaux, voilà, faire rénover des châteaux, etc. Moi, mes passions coûtent pas cher, donc c'est super. Donc les vinyles, quand j'en vois un à 50 €, je commence à criser et à dire Ouais. c'est de l'escroquerie. Donc voilà, donc ça c'est pas cher, c'est de la seconde main parce que j'achète que des vieux vinyles. Et puis c'est marrant parce que le premier truc que je fais quand je voyage, c'est que je vais voir le magasin de vinyle. Mais enfin, Ouais. mes passions Bon, sont sans intérêt. Nicolas, Hein, côté vin, pour terminer, est-ce que tu as eu un coup de cœur qui t'a ému? Bah, alors, je suis français. Donc, C'est pas vrai. voilà. Bouzou, c'est Donc, français ouais. Ah, Bouzou, c'est pas très français. Du sud-ouest. Non, énormément de gens pensent, notamment du côté de la France insoumise, parce que c'est leur obsession. Je reçois beaucoup d'insultes antisémites. Donc, beaucoup de gens pensent que c'est un nom, etc. Bah, l'antisémitisme est une passion universelle qui concerne bien évidemment tout le monde, y compris les non-juifs. Mais donc, non, il ne faut pas se fier au nom. Je crois que c'est un nom du sud-ouest. Non, côté vin, j'aimais bien traditionnellement, justement, les vins un peu tanniques. Ouais. Genre l'Anguril, quoi. Et puis finalement, avec le temps, mes goûts se sont complètement ouverts. Bon, donc je suis désolé d'une réponse. Ouais, ça fait un peu le mec un peu faux cul. Non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu étais honnête et maintenant tu es ouvert, t'es un garçon ouvert. Je trouve ça super si on sait s'en servir. De toute façon, un outil n'est pas mauvais en soi. Donc, je vois bien tous les débats sur l'IA qui peut se retourner contre nous, qui peut nous tuer, etc. Je peux vous citer des menaces qui me semblent à court terme beaucoup plus inquiétantes que l'IA, du côté de la Russie ou de la Syrie. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut hiérarchiser les problèmes. Donc, l'IA, moi, je pense que c'est un outil génial, c'est fantastique, ça va nous aider à résoudre plein de problèmes dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement. Ce qui m'inquiète en revanche, c'est qu'en Europe, on n'est pas des producteurs d'IA, quoi qu'on en dise. Aujourd'hui, c'est les Américains qui sont des producteurs d'IA, ça va s'accélérer ces prochaines années. Et ça, c'est quelque chose qui devrait nous obséder jour et nuit. Vous m'entendez? Si on était sérieux, plutôt que de rouvrir le débat sur les retraites, je sais pas quoi, de réforme, on invente le concept de réforme. Des retraites, en plus, c'est du masochisme. Donc, plutôt que de parler de ça, c'est un sujet sans intérêt, retraite, c'est un terme militaire qui préfigure la défaite. Donc, il faudrait parler de ces sujets. Donc, vous avez 1000 fois raison. Un peu, parce que quand on voyage, on voit bien qu'en France, il y a quand même beaucoup plus de choses qui fonctionnent bien que ce qu'on a tendance à dire. Les transports en commun fonctionnent formidablement bien, par exemple, par rapport aux autres pays. Alors, ça fonctionne peut-être un peu moins bien qu'à Singapour, mais enfin, on est une démocratie, donc ça présente aussi des avantages. Mais en revanche, je pense quand même, pour ne pas faire une réponse qui soit convenue, mais c'est peut-être lié d'ailleurs à votre question, là, aujourd'hui, la France traverse une passe difficile, mais toute l'histoire de France, c'est mon prochain livre, donc je suis complètement là-dedans. Toute l'histoire de France, en fait, c'est une histoire de laisser aller et de ressaisissement extrêmement brutal, en fait, et extrêmement positif. Toute notre histoire, c'est ça. Donc, il y a eu énormément de très, très grands moments de l'histoire de France, et ça ne s'arrêtera jamais. C'est la raison pour laquelle il faut toujours avoir confiance dans la France. Et c'est la raison pour laquelle je ne quitterai jamais ce pays, qui est un pays en effet parfois agaçant, désespérant, d'enfant gâté, comme vous le dites bien, mais en même temps qui a une espèce, depuis sa création, d'énergie. Et on l'a vu justement, c'est pour ça que je parlais des JO ou de Notre-Dame. On voit que quand notre énergie est canalisée, quand on dit aux Français, on fait des lois d'exception, et donc tout ce qui vous emmerde tout au long de l'année, ça compte plus, vous ne faites rien d'autre que donner le meilleur de vous-même, là, le pays impressionne le monde. Et donc ça, il faut toujours le garder en tête et avoir confiance dans notre pays. Et pour terminer, aux prochaines présidentielles, pour toi, le président idéal, ça serait qui ? Alors, très clairement, ce serait moi, parce que je pense que c'est mes idées qui sont les meilleures et je pense que j'aurais fait un excellent président de la République. Sûr, mais il se trouve qu'il y a déjà, pour les idées que je défends, énormément de candidats. Est-ce qu'il y en a un qui te dit il serait top ou il serait top? Non, mais il y en a plein. Enfin, je veux dire, non, mais pas plein. Non, je ne vais pas répondre. J'aime beaucoup. Je suis très proche d'Émilie Lisnard, de Gérald Darmanin. Non, mais il y en a plein d'autres. Enfin, ce sont mes idées. Je cite ces deux personnes parce qu'elles me viennent à l'esprit, mais il y en a plein d'autres qui sont absolument, qui ont parfaitement le niveau pour être président. Le problème, c'est que, à mon sens, déjà, il faut qu'ils se mettent d'accord, parce qu'il faut qu'il n'y en ait qu'un, parce que comment dire,
aux extrêmes, ils sont incroyablement performants, très très forts, avec des marques très très fortes. Pour moi, le plus fort, c'est celui que je hais et qui me le rend parfaitement bien puisqu'il m'a fait siffler dans tous ses meetings au moment des législatives, c'est Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il est extrêmement fort et parfaitement capable parce que j'aime la France. Hey. Et j'aime pas qu'on divise. Je ne supporte pas qu'on Bardella divise le pays. Ce ne sont pas mes idées. Ni Mélenchon, ni Bardella. Ce ne sont pas mes idées. Voilà. Donc, moi, je suis un libéral dans la tradition classique qui part de Tocqueville jusqu'à Raymond Aron, très schématiquement. Et donc, je suis un rationaliste. Je pense que les humains sont doués de raison. Je suis pour la science. Je suis pour l'innovation. Je suis dans l'esprit des Lumières. Et c'est cette tradition qui est partagée par un très grand nombre de nos concitoyens. Il ne faut pas se laisser impressionner par le débat public et par ceux qui crient. Nicolas. Il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le pense qui prétendent ça. Et donc, je défendrai toujours ces idées. Tu lèves toujours ta femme, hein, Nicolas. Nicolas Bouzou, donc la civilisation de la peur. Voilà, il reste quelques exemplaires ce soir. Autrement, dans toutes les bonnes librairies.